lechuzas, de pelos, de coronillas, de pie, en pelotas, de su corazón, la boca llena, trenzando tripas, meñique en erección, en lágrimas, en lagrimones, de bocas, azota los dientes clavados, gotas de sangre, atada por los pies, que pudre sus entrañas. Latigazo, sus mejillas, se tapa los ojos, se muerde los labios de la herida, roe el hueso, rompe los dientes, en la huella que el pie deja. Fandango. Fandango. La calle sube a las nubes atada por los pies, al mar de cera que pudre sus entrañas. La calle sube a las nubes atada por los pies, al mar de cera que pudre sus entrañas, que pudre sus entrañas, y el velo que la cubre canta, que pudre sus entrañas, y baila loco de pena, 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 y baila loco de penny, 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 baila. Heridas. Cris d'enfants, cris de femmes, cris d'oiseaux, cris de fleurs, cris de briques, cris de meubles, de lits, de chaises, de rideaux, de casseroles, de chats. Cris d'enfants, cris de femmes, cris d'oiseaux, cris de fleurs, cris de briques, cris de meubles, de lits, de chaises, de rideaux, de casseroles, de chats. Cris d'enfants, cris de femmes, cris d'oiseaux, cris d'enfants, cris de femmes, cris d'oiseaux, cris de fleurs, cris de briques, cris de meubles, de lits, de chaises, de rideaux, de casseroles, de chats.
Lechuzas. Lechuzas en la huella. Lechuzas en la huella que el pie. Lechuzas en la huella que el pie deja. Fandango. Lechuzas en la huella que el pie deja. Fandango. Lechuzas en la huella que el pie deja. Que el pie deja. Lechuzas. Huella. Huella. Hola. ¿Está encendido? Sí. Fandango de lechuzas, escabeche de espadas, de pulpos, de mal agüero, estropajo de pelos de coronillas, de pie en medio de la sartén en pelotas, puesto sobre el cucurucho del sorbete de bacalao frito en la sarna de su corazón de cabestro, la boca llena de la jalea de chinches de sus palabras, cascabeles del plato de caracoles trenzando tripas, meñique en erección, ni uva ni breva, comedia del arte de mal tejer y teñir nubes, productos de belleza del carro de la basura. Rapto de las meninas, en lágrimas y en lagrimones. Al hombro, el ataúd relleno de chorizos y de bocas. La rabia, retorciendo el dibujo de la sombra que le azota los dientes clavados en la arena. Y el caballo, abierto de par en par al sol que lo lee, a las moscas que hilvanan, a los nudos de la red llena de boquerones. El cohete de azucenas, farol de piojos, donde está el perro, nudo de ratas y escondrijo del palacio de trapos viejos. Las banderas que fríen en la sartén se retuercen en el negro de la salsa de la tinta derramada, en las gotas de sangre que lo fusilan. La calle sube a las nubes, atada por los pies, al mar de cera que pudre sus entrañas, y el velo que la cubre canta y baila loco de pena, el vuelo de cañas de pescar y aligui del entierro de primera del carro de mudanza. Las alas rotas rodando sobre la tela de araña del pan seco y agua clara de la paella de azúcar y terciopelo que pinta el latigazo en sus mejillas. La luz se tapa los ojos delante del espejo que hace el mono y el trozo de turrón de las llamas se muerde los labios de la herida. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros. Gritos de flores, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de tortugas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles. Gritos de olores que se arañan, gritos de humo, picando en el morrillo de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar, que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el sol rebaña en el plato, que el bolsín y la bolsa esconden en la huella que el pie deja en la roca. ...11 de diciembre del 35. Ascua de amistad. Ascua de amistad. Ascua de amistad. Ascua de amistad.
amistad, Lo que siempre reloj, está dando la hora. Bandera que flota tan alegre, movida por el soplo de un beso sobre la mano. Caricia de las alas del corazón. del corazón. Que se levanta, volando de la punta más alta del árbol, del jardín lleno de frutas. Lleno de frutas. Jardín lleno de frutas. Lleno de frutas. Si una mirada extiende su terciopelo a la ventana. Butaca Rellena de chaleco arrancado a la oca cubierta de Toda la paciencia del gusano y teñida por la cinta del color mediterráneo. La paciencia del gusano y teñida por la cinta del color mediterráneo. Toda la paciencia del gusano y teñida por la cinta del color mediterráneo. Toda la paciencia del gusano y teñida por la cinta del color mediterráneo. Mesa puesta con tanta gracia sobre la mano del mendigo vestido nada más que de las flores. Vestido nada más que las flores limosnas recogidas por esos mundos arrastrados por él. Trinchera de lazos de color de rosa trenzados de una cierta manera para escribir las palabras que solas han de cantar sus nombres. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Habéis visto en el papel la colectividad del doctorado Picasso, la colectividad ginocéntrica del doctorado Picasso, luego os explico lo que es eso, pero antes quisiera seguir con los agradecimientos, empezar por que el Museo Nacional Reina Sofía y Centro de Arte Reina Sofía nos propusiera llevar a cabo el Documentos 25 dedicado a Picasso poeta, que es algo complejo, y un agradecimiento muy especial a Chema Martínez y a Raquel Jimeno por toda su eficacia, pero sobre todo por ese cuidado que nos han dispensado día a día y ese seguimiento tan cariñoso y tan dedicado. Muchas gracias. Queremos agradecer también a los técnicos, que ahí os veo como de refilón, a Iván, a Daniel y a Sergio, muchas gracias. Y bueno, hay mucha gente que nos ha acompañado hasta aquí. Esto es parte de un doctorado, o sea, en estos momentos estamos como haciendo investigación aquí. El doctorado Picasso es un doctorado que se realiza en el Museo Picasso de Barcelona. Probablemente sea el único del panorama académico internacional. No sé si es bueno o es malo, pero es así, que lleva el nombre de un artista. Nos apeteció hacerlo porque éramos una serie de mujeres que trabajábamos en Picasso y que pensábamos que necesitaba otro tipo de narrativas propias del siglo XXI, y tanto en lo que es la investigación artística como en lo que son los relatos, ¿no? Que dejaran de ser androcéntricos y pasaran a ser ginocéntricos. Eso quiere decir dar agencia a las mujeres en el relato picassiano habitual y en las prácticas que se derivan a través del siglo XXI a partir de sus procesos creativos. En ese contexto, queríamos dar las gracias también a Emmanuel Guigón, que es el director del Museo Picasso y que, bueno, como es poeta, pues apunta a este tipo de investigaciones con mucha facilidad. A Christine Pinot, que es la directora de la Picasso Administración y que también nos da siempre pleno soporte a toda esta renovación de las prácticas y relatos picassianos. Y también a la Fundació Banc de Sabadell, que nos patrocina lo que son las sesiones del doctorado Picasso. Aquí cada una de nosotras tiene un rol. Yo soy Jessica Jacques, que me dedico a la estética y la teoría del arte contemporáneo en la Universidad Autónoma. Soy codirectora del doctorado Picasso con Andrew Lamichel, que es de la Universidad
de la Picardie, Jules Verne, y intentamos llevar, pues ya llevamos 3, 4 ediciones del doctorado y hay muchas tesis en marcha, algunas de las cuales veis aquí. Voy a pasarle la palabra a Bárbara Bayarri, una de las doctorandas. Gracias. En este momento, en el doctorado Picasso, somos más o menos una decena de investigadoras y, en concreto, en esta ocasión, hemos formado parte del equipo de esta actividad 4 doctorandas. En primer lugar, tenéis a Laura Vilar, que ya es doctora y que ha hecho su investigación artística a través de la danza. Después tenéis a Beatriz Martínez, que depositó su tesis ayer, así que hoy está bastante a gusto. Su tesis trata sobre el uso político de la figura de Picasso. A Daniela Callejas, que hace también una investigación artística, en este caso haciendo una relectura de lo contemporánea de los poemas de Picasso, y yo misma, que soy Bárbara Bayarri y que investigo la generación de conocimiento en los museos de arte y utilizo como caso de estudio el Museo Picasso de Barcelona. Bueno, entonces la pieza visual que acabaron de ver es Asco de Amistad. Esa la hice en conjunto con otras 57 mujeres. También quería agradecerle a esas personas por ayudarme con la fuerza de su voz a acompañarnos aquí. También queríamos agradecer a Ina Olavarría, Alberto Infante y Lourdes Pradas, porque ellos nos ayudaron con algunos fragmentos que ya van a ver a continuación. Participaron pues muy activamente y se los agradecemos. Y Axel Casas nos ayudó con la edición y grabación de los videos. Sí, yo solo comentar que la propuesta que he compartido aquí es una vuelta más de espiral del trabajo de investigación que en parte está en mi tesis en relación a las meninas de Picasso y al Museo Picasso de Barcelona, que hoy he puesto en relación al Guernica y a los poemas, y es como después de presentar y defender la tesis, como una vuelta más del trabajo que sigue resonando. Bueno, ya para finalizar, antes de dejaros con Jessica y con Andrula, que iniciarán ahora esta conferencia-entrevista, durante esta conferencia vais a ver una serie de videoensayos, que es a lo que se refería mi compañera Daniela, que hemos preparado entre Bárbara, Daniela, Axel y yo misma. Son videoensayos performativos que utilizan conceptos de la poesía de Picasso. Tenéis un programa de mano que no sé si habéis cogido, pero bueno, si lo habéis cogido, estupendo, porque da pequeñas pistas sobre qué trata cada ensayo. Y eso servirá también, digamos, como de disparadero de ideas para la conferencia que protagonizarán las especialistas. Así que, sin más, espero que disfrutéis y os dejo con ellas. Os voy a presentar a Andrula. Os dije que era Andrula Michel, os dije que era profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Amiens, Jules Verne, de la Picardía. La Picardía tiene muchas sedes de su universidad. Allí dirige el Centro de Arte, el Centro de Estudios e Investigación en Estética y Arte Contemporáneo, y es la máxima experta, como ella nos lo dirá, pues os lo digo yo, mundial de la obra de poética de Picasso. Ya realizó su tesis sobre esto. Cuando empecé a traducir los textos la fui a buscar porque digo, yo no puedo estar sola con esto. Ahí nos hicimos amigas, gracias a nuestra pasión por esos textos, que poca gente, si a lo mejor alguna de vosotras ha pensado, pero yo no tenía ni idea que Picasso escribía, es normal. Os explicaremos por qué, o sea, no pasa nada. Es una obra que se ha trabajado muy poco, especialmente en su globalidad. Él tiene poemas muy largos y tiene 2 obras de teatro, y luego hablamos de eso. Entonces la fui a buscar, literalmente, y ahí empezó una historia que, bueno, que hoy pues continúa y esperemos que continúe durante mucho tiempo, y que tiene que ver con este doctorado y con las estudiantes que generan tesis y que, bueno, al final lo hacen mucho mejor que tú, como estáis viendo, ¿no? Voy a pasar
pasar al francés porque es nuestra lengua de amistad y porque también es una de las lenguas de Picasso. Cuando Picasso poeta escribe en francés y escribe en español. Así que, bueno, fue nuestra lengua de conocernos y por eso os habíamos invitado a quien no pueda seguirlo muy cómodamente, pues a tener la traducción simultánea. Alors, Androula, déjà on s'assoit? Oui? Ok. Oui, on le passe. Ça va? Les expressions Picasso poète ou Picasso dramaturge, les deux, non? Penser à Picasso poète ou Picasso dramaturge peut être étonnant et assez surprenant. Raconte-nous brièvement, s'il te plaît, les enjeux de ce mot, de cette expression. Qu'est-ce que ça signifie avoir un Picasso poète? Tout d'abord, Jessica, un grand merci. Grand merci aux personnes qui nous accueillent et qui sont là. Et un grand merci à toi de faire l'effort de parler en français, qu'on fasse cette discussion en français. Mais tu l'as bien dit au départ, Picasso écrivait aussi en français. D'ailleurs, on compte davantage de poèmes en français qu'en espagnol. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi, Picasso poète? Tout d'abord, dire que quand j'ai découvert il y a plus de 30 ans Picasso poète, en 89, avec une exposition et la publication des écrits de Picasso par Marie-Laure Bernadac et Christine Pio, qui en rend hommage aussi avec ses travaux, oui, c'était une révélation. Picasso n'était pas tout simplement un peintre qui écrivait. Picasso n'était pas uniquement un peintre qui écrivait, mais il était un véritable poète. Et on sait que la poésie, comme attitude globale envers la vie et l'art, était toujours là, mais c'est en 1935, je rappelle qu'il avait 54 ans déjà, et une œuvre considérable, se mit à écrire et presque quotidiennement. Il continue cette activité jusqu'en 1959, donc presque 25 ans consécutifs. Donc on a une production énorme de quelqu'un qui a écrit plus de 350 poèmes. Donc si on les publiait en recueils séparés, on ferait plus de 10 recueils énormes de poésie, plus 2 pièces de théâtre. Donc une activité aussi foisonnante, aussi inventive que celle finalement donc, de sa production plastique. On pourrait dire que Picasso datait absolument tout ce qu'il faisait, donc, et il datait aussi les poèmes. Il mettait la date au début, à l'intérieur même du poème, comme pour marquer en fait les moments présents de l'écriture, mais il donnait que très rarement de titres à ses poèmes, presque jamais. On pourrait rajouter également l'extrême variété et richesse, non seulement dans la construction de ses poèmes, parce qu'il les construisait, il les retravaillait, il faisait des ajouts, il recopiait dans plusieurs supports, donc il était vraiment dans un travail continu d'écriture. Et donc, on peut tout simplement dire que Picasso n'a pas écrit, n'a pas fait une écriture automatique. Tout à fait.
de los racimos de los más y los menos dichos entre las cuentas de granitos de sal y de pimienta, bailando en el tablado de aceite y de hasta luego caramelo. Caramelo que arde, caramelo que quema, caramelo que está caramelo, que pega y rompe caramelo, que pica pincha color de roja verde, caramelo de tarde de domingo, encerrado en el cuarto sin toros y sin nada envuelto en el papel que hay que hacer de todo trapo viejo. Sábanas que envolvieron desvelos y amoríos de ciencia y de caricias. Banderas en el puerto libre de su manera de crear sedas que el viento agita fresco, paseando en el agua su vida de hombrecito. Esperando impaciente la hora de ver el sol, y tan contento que ahora empieza lo bueno, y se va a levantar la cortina de llamas que se lleva en sus pliegues el pasado en botellas polvorientas del oro azul que arrastra el más azul de los azules. Y basta por ahora que hay que ir despacio y contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50, 21, 32, 17, 34, 60, 70, 80, 110, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y que el sol los queme y los achicharre para que canten soleares por la noche solos en la soledad de las soledades, esperando encontrar un poco de frescura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, quand j'ai commencé le travail comme traductrice, je ne savais vraiment pas où que j'étais parce qu'il n'y avait pas de la rime dans des poèmes et je ne savais pas quoi faire. Et c'est alors que je suis allée aux originaux et les originaux se comportent d'une façon qui normalement n'apparaît pas dans la transcription des poèmes parce que les originaux on voit très clairement où on brise la ligne, où Picasso brise la ligne et passe à une autre. Et ça donne un rythme très fort, comme si c'était en partie, entre d'autres, le rythme du cantejondo. Et c'est là que j'ai pu commencer à travailler, parce qu'autrement, je ne comprenais rien. Je ne sais pas si tu es passé par là. Absolument. Les manuscrits de Picasso sont à voir, oui. Sont à lire, mais en même temps à voir. Ils ont un rythme particulier. Picasso est très sensible à la sonorité, donc au rythme. Donc il n'y a pas de rime, comme tu l'as dit. Il y a une construction sur la page, mais il n'y a pas de versification. Mais le rythme de poème, c'est un rythme, c'est lui du corps, de la laine, de la respiration, de la danse. Donc, et on les voit. C'est pour ça qu'il utilise beaucoup les énumérations, les chiffres, les nombres, donc, qui marquent le temps, qui marquent les pas. Donc, tout à fait, il y a exactement ce que tu dis. Et très souvent, d'ailleurs, par rapport aux sonorités, Picasso joue avec le sonore et le visuel, la sémantique des mots entre le visuel et le phonétique. Et là, par exemple, en français, on écrit et on voit, quand il veut marquer quelque chose, il l'agrandit sur la page, il les souligne, il nous force en fait à voir certaines choses. Et donc, il utilise l'œil, l'aile, donc qui sont des répétitions visuelles, des répétitions phonétiques qui jouent aussi avec l'essence de mots et avec leur scription, donc le côté visuel. Toi, évidemment, tu as fait l'expérience de ce genre de jeu
Oui, dans la traduction. Un peu partout, même en excès, quoi. Mais il y a pas, tu viens de nommer El Ajo, non? Lui, il joue, parce qu'en français, il écrit pas aïe, il écrit aïe, 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 parce que phoniquement, c'est le même. Et normalement, la sémantique, les poèmes de Picasso, c'est une sémantique phonique. C'est le sens vient donner pour comment ça sonne. Et c'est à toi de le lire d'une façon ou d'une autre, voir qu'est-ce que ça signifie. Donc avec de l'ail que normalement c'est un des ingrédients plus présents dans la cuisine espagnole, cru, à différence de la cuisine française. Voilà, c'est une façon de retourner chez soi, même en étant en exil volontaire. Tout à fait. Et la nourriture, c'était vraiment un des choses qui le raccrochaient en fait à la terre et à l'Espagne. Ça, c'est tout à fait vrai. Absolument. Azucena que sube a gatas por la escalera del tejado, revolcando sus alas entre las hojas del dulce, que corta con sus dientes el hilo que encadena el globo que cae desparramado de bruces en el cielo y se estalla. Les gestes, pour Picasso, c'est quelque chose de très difficile
distinguer du trait, du dessin. Un peu en pensant avec Laura Villar, c'est toujours un geste chorégraphique qui traîne, peut-être pas seulement avec lui comme peintre, mais surtout avec lui. Et comme poète, c'est la même chose, parce qu'il y a pas mal d'écritures différentes qui ont le trait, mais que tu vois derrière le geste. Et en plus, c'est un geste comme holistique du point de vue qui, lui, il est quelqu'un d'une créativité de l'excès, quoi. Il ne sait pas vraiment comment contenir cet excès. Et c'est un geste qui prétend avoir tout dans tout, et que toi, sont ensemble, mais en même temps, qui bougent, qui se métamorphose. Vous connaissez, c'est peut-être la parole, le mot le plus utilisé pour Picasso. Tout est une métamorphose constante, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi parce que lui, il était amoureux de les métamorphoses de vide. Et il y a toujours un poète derrière des gestes picassiens. Alors sur tout, dans tout, et les métamorphoses. Tout à fait. Le tout est dans tout. Il y a une continuité vraiment dans le monde de Picasso. Continuité entre le dessin et la peinture, entre la peinture et les autres arts, et continuité entre les sujets qu'il utilise. Donc il part de la cuisine vers la politique, de l'amour vers la politique. Donc ces thèmes sont reliés entre eux finalement, et on le voit sur les manuscrits. Il y a des flèches, il y a des dessins, on passe du dessin à l'écriture, et donc il y a comme une circularité dans la répétition du geste, du rythme, dans les retours des traits caractéristiques en fait. Toutes les flèches, les soulignements, tout est en constante métamorphose effectivement, dans le sens où Picasso ne s'arrête jamais. Il disait qu'achever quelque chose, c'était aberrant. C'était comme donner la puntilla et donner la mort en fait à quelque chose. Donc il ne voulait pas achever quelque chose, il était vraiment dans les mouvements. Et on passe, comme je disais, de la nourriture aux couleurs, de la politique à l'amour. Et il fait, avec ses poèmes, comme il faisait aussi dans sa peinture, il disait « Je mets dans mes tableaux tout ce que j'aime. Tant pis pour les choses, elles n'ont qu'à s'arranger entre elles. » Donc la continuité entre les choses, c'est lui qui la donne en tant qu'artiste, avec son geste qui écrit ou qui dessine. Et cette continuité, c'est à la fin une question de temps. Tout à fait. Temps, disons que lui, il trouve une tension très intéressante entre les temps de la succession et le temps de la simultanéité. Normalement, en peinture, même s'il y a Guernica qui est énorme, mais normalement, on peut dire que la réception serait simultanée, mais l'écriture, normalement, c'est successive. Alors, vous verrez des images qu'il essaye de briser cette tension, même quand il écrit, et c'est une question de temps à la fin, et c'est vraiment un sujet et toujours le derrière des poèmes. Tout à fait. C'est un sujet fondamental, le temps. Le temps de l'écriture, le temps qu'il fait, le temps qu'on compte, le temps qu'on fait pour le rythme pour danser. Donc le temps aussi comme justement une continuité dans la création, un rapport avec la mémoire, avec les souvenirs, mais ce qui est extrêmement important pour Picasso, c'est le présent. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le présent. On a l'impression d'ailleurs, et c'est le temps grammatical dominant de ses écrits, on a l'impression que les choses qu'il est en train de raconter arrivent à ces moments-là, au moment où il écrit, au moment de la scène de l'écriture. Donc oui, Jessica, effectivement, le temps est quelque chose d'important. Et ce passage dont tu parlais tout à l'heure, aussi extrêmement important. Donc il transforme, il met en tension le visuel avec le temporel, le temps avec ce que l'on voit. Donc du coup, il va transformer, par exemple, la lecture linéaire d'une phrase qu'il recopie 11 fois. Il va la transformer à la fin en dessin. Donc quelque chose de visuel. Neige au soleil de façon linéaire va devenir le soleil à la fin qui va absorber la neige.
Donc il est vraiment dans cette tension entre le temporel linéaire et le visuel. Tout à fait. Mañana de esta y otra manera, no queriendo decir otra cosa que lo que muy bien sé y digo, haciendo que parezca inútil lo que explicaré. No se sabe que robado lo tengo para regalo, que ya se lo daré otro día a quien lo quiere, haciendo que se ponga de fiesta todo el oro y le rompan un pico. J. Saltamonte, 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 salta, vida. Saltamonte, monte, salta de mi vida. Saltamonte, saltamonte, dime, ¿tú que lo sabes? Dime si puede ser que esta tarde aún llueva en mi recuerdo húmedo de su cara y se deshaga el gris del cielo en el verde del árbol. Y dime si además podré coger un día los dedos que el sol pasará a través de su persiana por la mañana, al despertar cerca del mar. El clarín se retuerce, vestido de torero melancólico, sol que escupe el agujero, su vereda, navaja de Albacete, gusto de azúcar en la boca del jarro, que queda detenido en el caño, que se acuerda del oro, que surca el codo de hilo de cáñamo y pisotea el color de su pelo. Capitán de cuadrilla de bandoleros. Silencio, silencio, silencio. Que nadie se mueva, que nadie salga. Mira, mira más lejos. Detrás de la hoja, tira, retira el bulto. Que no te vean, corre, sálvate. Que aún no es tarde, que aún puedes recortar tu sombra. Canta. Ay, ay, ay. En el verde oscuro hay otro verde más claro, y otro más oscuro, y otro más negro, y uno más verde aún que el verde azulado oscuro más tostado, y otro más claro que el verde negro oscuro, y otro más verde aún que el verde oscuro, y otro más verde aún que todos, peleándose verde, verde, que tocan las campanas a verde, y aplaude. Tapa y pisoteas la lista. Ay, 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 ay. Que tapa y destapa el jarro, pájaro que atraviesa de lado las manos, acariciando su vuelo de dicha, que deja caer un olor de violeta de la copa en la boca del árbol que recibe el presente. Muy reconocido, y tantas amabilidades y esperando poder devolvérselas de la misma manera. Y dándole 1.000.000 de gracias, se despide de usted afectísimo, seguro servidor que sus pies besa. Y chafa en su mano la chinche más gorda y olorosa entre todas. Aquí no hay más que aceite y ropa vieja. Hijo de puta, puta, cuco y recujo, taco, reuma de lobo y búho cojo. Niño de flores pestañejas y comidilla encima del cartón de aceites, del clavo torcido abierto por la punta del cuchillo. Ratoncito Pérez, vestido de cura, regando la piel del traje de tinieblas. A la fin de que habiendo recibido el sobre abierto y sin sello, se lo puede comer el cartero o su abuela, sin tener que darle cuentas a nadie, tan contento. Pero alto, que lo que hay que hacer es desatar y liar el lío al ovillo y desplumar el viento de la vela. Comezón y ganas de romper puertas y ventanas a frío y a caliente y empezar a dar guantazos, y leones y perdices, o los altos flecos. Los dos ladrones. Y el gorigori de la juerga.
Con los cacharros rotos hacer la sopa de claveles y rosas en el gazpacho, tiritando sus llamaradas, teniendo cuenta de todo y haciendo cadena de cada huevo puesto. Y nada más que otra tarde de toros, pues no faltaba más, ni aun las gracias. Yo no digo que lo que no digo no lo digo por decir que no lo digo. Un montón de digo, un montón de dime, un montón de decir, de no decir, como un montón de castañuelas rezando sus antorchas y sus huevos fritos muy despacito. Evidentemente, las cosas no están para desnudos y escaparates, ni en museos, ni en grandes almacenes de modas, porque es así. Nada más que un gusanito colgando del techo, iluminando en la araña el baile. Perro can, tantas cabezas, can flaco y panzudo. Cualquiera diría que no lo has visto nunca torear y llevarse a las gentes de cara a cruz, que no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes, recortando billetes y viñetas, loterizándolo todo y haciendo juego de pelota todo sistema sideral. Pues ya estás tú de broma con tantas caras que llevas pintadas, las unas encima de las otras, derretidas y a secas, puestas en marco y colgadas en cada hoja y el plumero. ¿No, don Juan? No me digas que no, no me digas que sí. Ya te lo explicarán Minuni y Paco Reina. Duro, más duro que una piedra y tan fresco como una lechuga. Capítulo 31. Orden real y tiempo perdido, que entre Pinto y Valdemoro, fijo, revuelto y ventoso. Por otro lado, crujen relámpagos, callos y caracoles, chorizos y morcillas, si el menor disgusto de haber dejado el saco de calamares en la estación y el arroyo en medio del río al cuajo. Muchas gracias. Recompensas dale al chivo y al cabrón y a las palomas, que ya hay trigo. Pues no me digas más y rasca. Sí. Lo que yo espero es lo que cantas, que así le quitas las escamas al sol. No te vistas de oro ni de lentejas si tienes frío. Ponte un traje de desnudo con pámpanos y baila, que hoy es domingo. No digo nada, y ya sabéis lo que digo, no digo más. Ya sabéis lo que he dicho. Se sabe lo que se sabe lo sabido. Lo que ya no se sabe es sabido, y olvidado lo que es sabido, y no vivido lo visto, lo entrevisto, lo nunca visto y lo querido ver y visto en una mancha de vino encima de la mesa, debajo del vaso vacío, al lado de un cuchillo y de unas migajitas de pan. Yo la he creído así otra vez. La luz se apaga. Si la enciendes, la luz no necesita luz para ver claro. No digas tonterías. Baila y canta. Y no me cuentes cuentos, cachupino. Lengua de fuego abanica su cara en la flauta a la copa, que cantándole roe la puñalada del azul tan gracioso, que sentado en el ojo del toro, inscrito en su cabeza, adornada con jazmines, espera que hinche la vela el trozo de cristal, que el viento envuelto en el embozo del manodoble, chorreando caricias, si reparte el pan al ciego y a la paloma color de lilas. Pero ahora que ya es tarde y la noche se pone ya el sombrero y busca su paraguas y cuenta los naipes de la baraja de 2 a 4, de 50 a 28. Se asesina y aprieta de toda su maldad contra los labios del limón, ardiendo como un loco, el cuerno retorcido, que espanta con sus gestos de ay Dios la catedral, que se desmaya en sus brazos sin un olé, estallando y en su mirada la radio amanecida. Con tantas cuentas atravesadas a cuestas. Reteniendo el aliento y llevando en el plato en equilibrio la tajada de luna, la sombra, que el silencio desmorona. Que fotografiando en el beso una chinche de sol. Si la fa, re, si, mi, fa, do, si, la, do, fa. Bon, le titre de la vidéo, c'était Poésie lierre. Une sorte de plante qui grimpe un peu n'importe comment. On sait où il naissent, mais on ne sait pas où va arriver. Qui grimpe rhizomatiquement, on pourrait dire même. C'est la poesía enredadera. C'est un mot d'Alberti. Alberti étant ami de Picasso. Et je pense que c'est une manière
de penser la poésie de Picasso que c'est assez bien de le dire comme ça, c'est très visuel. Et il y a pas mal de poèmes qu'effectivement, c'est des lierres et c'est rhizomatique et on ne peut pas écrire un mot de plus parce qu'on profite tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette désignation d'Alberti? Absolument, c'est une très très belle phrase, bien dite, une pensée, une écriture lierre, donc comme une phrase qui part se promener en fait, qui grimpe, qui change de direction, qui revient. Et Picasso revient aussi sur le manuscrit, il ajoute, ce que vous voyez là, c'est le 18e état d'un poème qui a commencé, qui faisait 10 lignes et qui est devenu après plusieurs pages, à force donc de recopier, de rajouter des choses, la page commençait à se peupler en fait, à grandir, à grossir, à faire une phrase vraiment qui se promène, on pourrait dire, et du coup ça lui permet d'emboîter plusieurs choses, plusieurs mémoires, plusieurs thèmes. Et donc, on pourrait par contre rajouter que Picasso n'a pas fait que ses poèmes rhizomatiques, très expansifs, mais il a tout expérimenté. Il était aussi inventif en poésie que dans sa peinture. Il a fait des poèmes fleuves de 30 pages sans aucune ponctuation. Il a fait des variations, il a écrit et réécrit en plusieurs fois ses poèmes, et il a écrit parfois un poème de 3 phrases, une phrase. Donc il y a une extrême diversité en fait il a fait même des collages, des variations, donc une extrême diversité dans ce qu'il faisait avec justement ces poèmes en fait qui d'ailleurs, on peut le voir presque dans leur continuité. Donc la poésie de Picasso est un continuum, on pourrait dire. Et quoi encore sur l'amitié? Parce que Alberti était son ami. Au bateau de la voir, sur la porte, il y avait un écrit qui avait fait lui que disait « Au rendez-vous des poètes ». Pas des peintres, mais des poètes. Déjà en 1904, il était déjà là. Lui, il voulait avoir des amis poètes. Le poème qui était dans les Ascuas d'Amistad, était dans la vidéo de Daniela. C'est dédié à Sabartés, son grand ami et compagnon de sa vie. Et un peu l'amitié, c'était une matrice créative en fait. On imagine toujours les photographies sur Picasso, seul dans son atelier avec Lump, son chien, Tekel, qui était le seul qui pouvait arrêter un peu parce que c'est pas exactement ça. Lui, il travaillait toujours avec ses amis poètes. Et il pensait la peinture, les sculptures et l'écriture tout ensemble, tout en tout, encore une fois. Tout à fait. Il disait d'ailleurs qu'il préférait être influencé par des poètes plutôt que par des peintres. En peinture, il était l'exemple, lui. Mais effectivement, l'amitié est quelque chose de fondamental pour Picasso, lié aussi à la question plus générale de l'amour, du geste de l'amour, de l'amitié. Et on peut dire qu'effectivement, il y a chez lui toutes sortes d'amitié et d'amour, et on les voit énormément dans les écrits. Il y a à la fois l'amitié, l'amour, la sexualité, toutes les choses en fait qui sont en relation avec le tout. Donc encore une fois, cette pensée holistique de Picasso où tout est en tout. Et d'ailleurs, il disait de façon caractéristique, au fond, il n'y a que l'amour, il n'y a que ça qui compte, mais cet amour, il faudrait vraiment l'entendre chez Picasso comme le principe primordial de la genèse de toute chose. Il faut le voir comme le principe de la métamorphose, comme le principe finalement de la force vitale. Donc l'amour, c'est vraiment la vie pour Picasso. Donc l'amitié en fait véritablement partie comme une façon de vivre, de penser l'art en fait. On pense et on travaille en relation.
Et d'ailleurs, dans son dialogue avec toute l'histoire de l'art, c'est vraiment cette question de relation avec les présences amies qui les motivait. Du point de vue gynocentrique, il y a une femme très spéciale dans cette histoire, qui est Gertrude Stein. Lui, il a succombé devant cette amie, qui pas seulement était une mécène, c'est comme ça qu'on nous explique qui était Gertrude Stein, mais elle était une poète énorme, une dramaturge, elle faisait des romans, et vraiment, elle a eu une grande influence sur Picasso et sa poésie. Picasso ne parlait pas anglais, Gertrude Stein écrivait qu'en anglais, mais lui, il était tout le temps regardant quels étaient ces enjeux de répétition, de même syntagme, de changement d'un mot. Et disons qu'au début, vraiment, Picasso poète, ça donne du Stein. Au début et à la fin, mais il métamorphose aussi Stein. Et effectivement, donc on revient encore à cette idée d'une constellation d'amitié intellectuelle aussi, qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Tout à fait. Stein est fondamental. Et j'aimerais bien peut-être sur cette idée de l'amour terminer avec cette phrase de Picasso qui est un extrait du poème du 18 avril 1935, quand il disait qu'il ne voulait rien savoir dans ce monde et de n'avoir rien appris que d'aimer les choses et les manger vivantes. Donc on est vraiment dans la question de l'amour, de la vie, des choses, et ces principes, c'est les principes vraiment de la création. On a encore une petite minute, je pense, pour insister sur l'idée de manger vivante. Un 60%, peut-être plus, des métaphores dans les poèmes et dans les pièces de théâtre sont, nous aimons dire gastropoétiques, mais ce n'est pas la peine, on peut dire culinaire, et voilà, c'est le même. C'est incroyable, c'est plein, on aime de dire aussi des mets et de mots, ¿no? De alimentos y de palabras. Mais en français, ça sonne très bien parce que c'est des mets et de mots. Toi-même, tu as fait une expo au Musée Picasso de Barcelone avec des autres commissaires, que c'était la cuisine de Picasso. Et là, on a découvert une folie de retour à Malaga, de retour à tous ces lieux en Espagne, à travers la cuisine espagnole. On ne l'a pas évoqué, mais merci Jessica de le rappeler que ça, dans ces poèmes qui est présent, le Fandango de Lechuzas, il y a dans d'autres poèmes des métaphores culinaires, mais très très fortes. Picasso, pour parler de Franco, il va utiliser des aliments abjects qui auraient envie, par exemple, de manger un sorbet de morue frite ou une soupe de clous. Donc il y a cette métaphore, il y a quelque chose de très fort pour nous transmettre à travers les culinaires des sentiments violents. Et on voit dans sa poésie l'expression d'une rage, en fait, contre la situation politique en Espagne qui le fait vraiment souffrir quand il est en France, comme tu l'as dit, en exil volontaire. En fait, Fandango de Lechuza, c'est un poème qui allait dans un dossier et avec un autre papier, que c'était des gravures, Songes et mensonges de Franco. Vous le connaissez, vous le pouvez suivre au Reina Sofia. En français, songe et mensonge, c'est un mot qui part de le mot songe, ¿no? Songe, c'est el sueño, un sueño pesado, todavía no una pesadilla, pero casi, ¿no? C'est pas un rêve, rêver c'est joli, avoir des songes c'est peut-être pas toujours joli, et les mensonges c'est la mentira, ¿no? Entonces, bueno, se ha traducido por Sueño y mentira de Franco, mais c'est joli parce que
quand on pense à Guernica, donc la prochaine fois que vous allez voir Guernica, vous allez avec vos poèmes Fandango de Lechuzas dans le bras, parce que c'était pour le vendre, pour avoir de l'argent pour la République. Et c'était très bon marché, on pouvait s'acheter un Picasso, pour ainsi le dire, à très bas prix, pour essayer d'avoir de l'argent pour la République espagnole. Donc, Fandango de Lechuza, si vous le lisez carrément, c'est une variation de Guernica. Il y a les mêmes cris, en fait. À Guernica, il n'y a pas le chat, mais oui, il y a un oiseau, par exemple. Et c'est très joli de le lire, même haute voix, si on le laisse à côté de Guernica. Fandango de lechuzas, escabeche de espadas de pulpos de mal agüero, estropajo de pelos de coronillas de pie, en medio de la sartén en pelotas, puesto sobre el cucurucho del sorbete de bacalao frito, en la sarna de su corazón de cabestro, la boca llena de la jalea de chinches de sus palabras, cascabeles del plato de caracoles trenzado tripas, meñique en erección, ni uva ni breva, comedia del arte de mal tejer y teñir nubes, productos de belleza del carro de la basura, rapto de las meninas en lágrimas y en lagrimones, al hombro, el ataúd relleno de chorizos y de bocas, la rabia retorciendo el dibujo de la sombra que le azota, los dientes clavados en la arena y el caballo abierto de par en par al sol que lo lee, a las moscas que hilvanan a los nudos de la red, llena de boquerones. El cohete de azucenas, farol de piojos, donde está el perro nudo de ratas y escondrijo del palacio de trapos viejos, las banderas que fríen en la sartén, se retuercen en el negro de la salsa de la tinta derramada en las gotas de sangre que lo fusilan. La calle sube a las nubes, atada por los pies al mar de cera que pudre sus entrañas, y el velo que la cubre, canta y baila loco de pena, el vuelo de cañas de pescar y aligui del entierro de primera del carro de mudanza, las alas rotas, rodando sobre la tela de araña del pan seco, y agua clara de la paella de azúcar y terciopelo que pinta el latigazo en sus mejillas. La luz se tapa los ojos delante del espejo que hace el mono, y el trozo de turrón de las llamas se muerde los labios de la herida. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles. Gritos de olores que se arañan, gritos de humo picando en el morrillo, de los gritos que cuecen en el caldero, y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso, y se rompe los dientes, mordiendo el algodón que el sol rebaña en el plato, que el bolsín y la bolsa esconden en la huella que el pie deja en la roca. C'est sûr que maintenant vous avez remarqué beaucoup plus tous les ingrédients culinaires qu'il y avait et que pour de vrai, on ne va pas pouvoir avaler parce qu'ils sont dégoûtants. Et peut-être vous avez pensé pourquoi elle écrivait. On pourrait donner énormément de raisons, mais ce qui me revient toujours dans la tête, c'est qu'il écrivait ce qu'il ne pouvait pas peindre. Il y a los gritos de olores no se puede pintar, no se puede. O seguramente cualquier cosa, on ne peut pas peindre de gritos de olores, ¿no? Si on l'essaye, sûrement ça ira plus loin. Il ne pourra pas aller plus loin.
faut dire qu'il écrit dans un moment où toute la peinture européenne et même américaine commence un processus d'iconoclaste. Il devient iconoclaste parce qu'après la guerre, tout près de la guerre ou après la guerre, on ne peut pas représenter l'horreur, ça c'est un sujet très connu, mais la peinture aux États-Unis devient l'expressionnisme abstract de Picasso. Il y a un moment que vraiment, autour de Guernica, une fois on a fait Guernica, quoi donc encore on pourrait peindre. Et l'écriture, c'est un lieu vraiment pour continuer à peindre des choses que la peinture figurative n'arrive pas à pouvoir représenter l'horreur de cette façon. Non? Un peu c'est ça, d'une partie. Et peut-être c'est ça la raison pourquoi aujourd'hui Fandango a traversé toute la séance et pourquoi a un sens que soit lu avec émotion encore et encore dans tous les conflits belliques et même ici à Barcelone devant le pavillon de la République, parce que les mots aujourd'hui prennent un autre sens que toi et moi on aime de les penser d'après la catégorie de mémocine, non, comme Avi Barbour le faisait. Prononce-toi mémocine à la grecque, s'il te plaît. Mnemosine. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est un mot de le grec classique, quoi, non? Un peu l'idée de la mémoire qui est enceinte d'avenir. Et pas mal, énormément de poèmes de Picasso. Il y a un côté journal Picasso, mais il y a un côté collectif, d'espace public, de construction, pas de l'histoire, mais de la mémoire, de ce qu'il ne faut pas oublier. Et là, les écrits ont vraiment une place privilégiée. Tout à fait. Mais il y a une continuité, toujours, entre l'écriture et la peinture, mais effectivement, il ne dit pas la même chose. Donc, il n'y a pas une description de ses peintures. Il dit ce qu'il ne peut pas créer avec la peinture, par exemple. Et concernant la mémoire, oui, bien sûr, et tu as tout à fait raison, il y a chez Picasso, on a utilisé le terme tout à l'heure, mais qui va très bien aussi ici pour la mémoire, il y a un emboîtement de mémoire, il y a un croisement de temps, il y a des choses qui se superposent, donc vraiment des superpositions, des strates de mémoire et de temps. Et si on prend l'exemple, par exemple, du poème qu'il dédie à la mémoire de Beloyanis, donc les résistants grecs qui a été exécuté, on voit dans ces poèmes ces court-circuits entre les mémoires, parce que pour parler de Beloyanis, pour parler de cette atrocité, il va parler de 13 de Mayo, il va rappeler les massacres de Franco et la comparer en fait avec cette exécution. Et en fait, les textes pour Beloyanis, c'est l'occasion pour Picasso de montrer l'universalité en fait de la violence des dictatures autoritaires, des gouvernements aveuglés. Et donc, comme toujours, comme dans Guernica d'ailleurs, il part d'un exemple précis et il l'universalise pour pouvoir exprimer toutes les violences et de tous les temps. C'est justement par rapport à Guernica un journaliste américain qui voulait lui faire dire absolument que le taureau était le fascisme. Il disait non, c'est la brutalité et la mort, mais ce n'est pas le fascisme. Donc toutes les brutalités, toutes les morts, tous les gouvernements et toutes les guerres, toutes les dictatures, etc. Donc, oui. Tu viens de nommer le 3 mai. Il y a Goya aussi. Et bien sûr, 13 de Mayo de Goya, bien sûr. Lui normalement, ce n'est pas la seule fois qu'il fait une petite histoire de famille. Tout à fait. Velázquez, que vient de sortir dans le poème, Velázquez, Goya, Courbet et moi. Non, vous savez, pour lui, l'histoire de l'art, ce n'est pas successif, mais simultané. Et bien sûr que c'est sa famille à lui. Et Goya, son geste qui lui reprend à Guernica, et que Laura vient de faire
dans sa performance, c'est peut-être le geste le plus universel du monde après la crucifixion. Donc, c'est là qu'on reconnaît aussi toute cette histoire personnelle qui est en même temps une histoire d'espace public. Tout à fait. Sobre la espalda de la inmensa tajada de melón ardiente, árbol trozo de río, mesa de reír, bajo la amenaza del ala que aprieta por el deseo de ver expirar entre sus dientes, distraída de su aburrimiento, una brizna de hierba, los dos pequeños botones de flor de ciruelo venidos abajo se besan desde hace 2 o 3 días, exasperados por los llantos de la niñita. El brillo del aceite de los faroles iluminando la noche en el Madrid del anochecer de mayo. Los nobles rostros del pueblo fusilado por el extranjero rapaz en el cuadro de Goya. Es el mismo grano de horror sembrado a puñados de proyectiles en el pecho abierto de Grecia por gobiernos que sudan miedo y odio. Una inmensa paloma blanca salpica el suelo con la cólera de su duelo. El niño tocando el piano colgando, atado por el cuello, montado a caballo, vestido de cocinero con su bonete de luto, tiene en su mano izquierda una sartén como escudo, el caballo, gualdrapas negras y plata. Esto no tiene nada que ver con las meninas. Colgando de los 2 garfios del techo, un jamón y chorizos. Modesto Castilla, hijo natural de don Ramón Pérez Cortales, DDSV, Diego de Silva y Velázquez, poniendo su paleta espejo enfrente del espejo clavado en la pared, en el fondo del cuarto. El personaje de la puerta es Goya pintando, haciéndose un retrato con su sombrero bonete de cocinero y sus pantalones rayados, como Courbet y yo, sirviéndose de una sartén como paleta. La cuarta niña, empezando por la izquierda, montada sobre un caballo cubierto de gualdrapas negras y adornos de plata, arreglada de picador, encima del cuadro un mochuelo que vino una noche a matar palomos en el cuarto donde pinto todos los palomos. Sobre las teclas del piano, la colilla de un cigarrillo encendido y los 2 guardias civiles detrás de las meninas, en el cielo del entierro del conde de Orgaz, Pepeillo, Gallito y Manolete. En sus camas, las meninas juegan a enterrar al conde de Orgaz.